Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo baptisée Infrastructure as Code, modéliser et provisionner vos services Azure avec Terraform. L'objectif de cette vidéo et de quelques vidéos qui vont suivre, qui constitueront un ensemble, c'est finalement de partir de zéro et de découvrir comment utiliser l'outil Terraform pour faire de l'infrastructure as Code dans le cadre, illustré dans le cadre d'Azure. L'agenda de ces vidéos en fait sera le suivant. Je vais commencer par une petite introduction sur ce que c'est qu'HashiCorp Terraform. Ensuite je parlerai des bons outils qu'on va utiliser quand on veut faire de l'infrastructure as code et donc du code Terraform. Ensuite on verra comment provisionner la connexion entre Azure et l'outil Terraform, puis quelques bases sur le code Terraform, comment s'appellent les fichiers, ce que c'est que l'interpolation, et puis après on parlera un petit peu de syntaxe basique. Et puis on terminera cette première vidéo par la partie output et data source. Donc cette première vidéo fera tous ces blocs et les blocs suivants seront probablement dans une deuxième, voire une troisième vidéo, toujours disponible sur ce blog stanislas.io. Donc qu'est-ce que Terraform ou qu'est-ce que HashiCorp Terraform? Donc c'est un outil qui est open source qui est proposé par une société qui s'appelle HashiCorp, société qui fait d'autres outils assez connus dans le monde du DevOps. Donc je pense par exemple à Consul, à Packer, à Vagrant, et d'autres dont je ne me rappelle plus toujours le nom. Mais globalement, c'est un outil qui est aujourd'hui assez utilisé dans le monde de l'infrastructure as code. On va voir pourquoi après il a pas mal d'avantages. Donc il est open source et puis il y a une déclinaison entreprise qui intègre des fonctionnalités supplémentaires, notamment de travail collaboratif. Et puis il y a également des fonctionnalités cloud qui existent proposées par HashiCorp. Donc cet outil permet de modéliser, en fait de faire une sorte de vue abstraite des ressources qu'on veut déployer dans un fournisseur d'infrastructure tel que Microsoft Azure. Si on le compare avec par exemple le format en JSON d'Azure Resource Manager, la lecture du code en tant que tel de Terraform est un peu plus lisible. Elle est basée sur un langage qui s'appelle le HCL, HCL2, version 2 désormais, donc HCL, l'acronyme de HashiCorp Language. Et on a un workflow qui est codifié en fait pour créer des infrastructures. Donc la beauté de l'outil, c'est qu'il supporte en fait plusieurs fournisseurs d'infrastructures au sens large. Le nombre devant dépasser largement les 50 aujourd'hui, mais globalement vous allez retrouver les principaux fournisseurs d'infrastructures en mode cloud public, donc je pense à Azure, AWS, Google, AliCloud et bien d'autres. Ça supporte également des fournisseurs qui seront plutôt installés dans des data centers sur site. Donc je pense par exemple à un provider pour VMware ou pour Azure Stack par exemple. Le bon côté de l'outil, c'est qu'il permet de séparer deux opérations, la planification de l'exécution. Donc l'outil va permettre en fait d'évaluer qu'est-ce qui se passerait si on appliquait le plan, c'est-à-dire les fichiers ou l'infrastructure as code qu'on a codé, qu'est-ce qui se passerait si on voulait le déployer. Donc on va dire une sorte de simulation. Et puis l'exécution, c'est vraiment, j'ai mon code, je l'applique, et donc ça va créer des choses, ou en supprimer, ou en modifier sur une infrastructure. Ça supporte la parallélisation des opérations, donc on va prendre un exemple ici avec Azure par exemple. Si je dois créer une machine virtuelle, elle est constituée d'un ensemble d'objets, donc il va y avoir un objet carte réseau, il va y avoir un réseau virtuel, il va y avoir un disque dur, il va y avoir l'objet compute en tant que tel, il va y avoir le ressource group dans lequel l'ensemble de ces ressources seront déployées. Et bien en fait Terraform est capable en fait, quand deux ressources doivent être créées, de vérifier si elles ont une dépendance l'une par rapport à l'autre. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, il va pouvoir envoyer deux ordres en parallèle, de dire par exemple, crée-moi le disque dur d'un côté et crée-moi la carte réseau de la machine virtuelle de l'autre. C'est un logiciel, comme j'ai dit précédemment, qui est open source, qui a été écrit en Go. Un des intérêts de tout ça, c'est qu'à la compilation, on n'obtient qu'un seul exécutable. Donc c'est plutôt assez simple du coup de le récupérer, de l'installer, voire de le remplacer quand on a des nouvelles montées de version. Donc il y a un GitHub officiel pour l'outil Terraform.
qui a déjà un bon historique. L'outil est assez mature. Donc on peut aller reprendre le code Go ici et se recompiler son Terraform si on veut, ou on peut également remonter des problèmes, des issues, ou proposer des modifications avec des pull requests. Alors Terraform et Microsoft Azure, ou Terraform et Microsoft pour être plus large, très rapidement en fait on a compris que beaucoup de nos clients, de nos partenaires en fait étaient intéressés ou utilisaient déjà cet outil Terraform, pas forcément avec Azure mais avec des fournisseurs de cloud au sens large. Et donc rapidement en fait on s'est rapproché de la société HashiCorp en fait pour travailler à une meilleure intégration ou un meilleur usage en fait de Terraform pour gérer des infrastructures qui tournent dans Azure. Le partenariat, donc ça s'est matérialisé au moment où en fait Terraform a commencé à externaliser de son exécutable compilé les providers. Donc les providers, c'est les connecteurs entre l'outil Terraform et les fournisseurs de cloud. Comme j'ai dit tout à l'heure, on avait à peu près plus de 50 fournisseurs de cloud, donc ça veut dire que l'exécutable Terraform a commencé il y a à peu près 2 ans à vraiment devenir un petit peu trop gros. Et les équipes d'HashiCorp ont fait le choix d'externaliser les providers hors du code même de l'outil. Donc l'outil Terraform désormais évolue et ensuite chaque fournisseur d'infrastructure ou de cloud va venir apporter son provider, c'est-à-dire la liaison entre l'outil en tant que tel et le fournisseur de cloud. Donc ces providers, dès que l'annonce a été faite par HashiCorp de séparer finalement l'outil des providers, et bien du coup on a vraiment pris en charge Microsoft le travail sur le provider Azure RM. Désormais, une grande partie des équipes Azure, quand elles vont produire des nouveaux services, vont au-delà de fournir les specs pour faire de l'infrastructure as code avec du JSON tel qu'on le connaît nativement dans Azure, vont proposer également de faire évoluer le provider Azure Terraform. Et donc on a une release assez... donc c'est à peu près 2 ans cette histoire. Et aujourd'hui on est à peu près à 54 releases différentes du provider. Donc le provider évolue assez vite en fait, le rythme étant à peu près d'une version tous les 15 jours. Donc le partenariat, on l'a également étendu avec HashiCorp, pas que à Terraform, on l'a étendu, on utilise également massivement Packer, et on a intégré Packer dans certaines de nos solutions, notamment ce qu'on appelle l'image builder pour créer des images dans Azure. On a également travaillé à l'intégration de Consul, et puis d'autres outils. De la même façon, HashiCorp est bien partenaire avec nous, et on est très bien référencé avec eux pour travailler là-dessus. En 2018, donc ça c'était à peu près en 2016, 2018, on a continué à annoncer notre investissement fort dans le partenariat avec HashiCorp. Et là encore, factuellement, quand on regarde aujourd'hui, on intègre de plus en plus leurs solutions et les nôtres. Donc autre solution dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, qui était Vault, qui est un coffre-fort, une solution pour gérer les coffres-forts, les mots de passe, les secrets fournis par HashiCorp. Eh bien, on a également travaillé pour intégrer Vault avec le système d'identité Azure Active Directory notamment. De la même façon, on le verra tout à l'heure, dans le Cloud Shell d'Azure, c'est-à-dire la capacité depuis le portail d'Azure d'ouvrir en fait un shell avec des outils en ligne de commande, eh bien Terraform est intégré nativement dans ce Cloud Shell. Donc je parlais tout à l'heure de providers. Donc aujourd'hui, il y a en fait 3 providers qui sont sur lesquels Microsoft travaille. Donc, le premier provider sur lequel on travaille, bien entendu, c'est le provider directement Azure au sens Azure public. Donc là, c'est probablement le provider où il y a le plus de travail aujourd'hui et le plus de personnes impliquées pour le faire évoluer à grande vitesse. On a également un deuxième provider qui est arrivé très récemment, puisqu'il est arrivé, on va dire, fin mai à peu près. Enfin, il a commencé vraiment à devenir public fin mai. C'est le provider Azure AD. Donc il va permettre en fait à Terraform d'aller par de l'infra as code faire des opérations dans l'Azure Active Directory. Et puis on a un troisième provider qui est le provider Azure Stack qui va permettre donc depuis Terraform avec de l'infra as code
d'aller provisionner des ressources sur un Azure Stack. Je rappelle que Azure Stack est une extension en mode hybride sur site, donc dans du matériel qui est dans vos data centers d'Azure. Alors, il faut commencer par, quand on ne connaît pas Terraform, par le glossaire, c'est-à-dire les mots. Donc là, j'ai déjà parlé du provider, c'est-à-dire le chaînon manquant, la liaison entre l'outil Terraform et un fournisseur d'infrastructure. Donc dans le cadre d'Azure, le principal sur lequel que je vais utiliser dans ces vidéos, ce sera le provider Azure RM pour Azure Resource Manager. Ensuite, on parlera de ressources. Donc la ressource, c'est quoi? C'est l'objet qu'on peut créer chez un fournisseur d'infrastructure tel que Azure. Mais là, l'exemple est simple. Ici, on a une ressource qui est Azure RM Virtual Machine. Donc ce sera vraiment l'objet Virtual Machine qui sera déployé. Alors, juste petit point de précision sémantique. On parle d'infrastructure as code, ça ne veut pas dire qu'on va mettre que des briques d'infrastructure au sens infrastructure as a service. On va voir qu'avec de l'infrastructure as code, on peut par exemple dire je vais prendre un service de base comme une base de données managée et je vais la déployer via du code. Ça, c'est également possible. Un argument de ressource, c'est un paramètre, une valeur qu'on doit donner obligatoirement pour pouvoir arriver à déployer la ressource. Par exemple, dans le cadre d'Azure, si je ne donne pas l'argument VMSize, qui correspond en fait à la taille de la machine virtuelle en incluant sa famille, eh bien je ne pourrai pas déployer, ou mon code sera incomplet et ne pourra pas déployer une machine virtuelle. Donc les arguments de ressources, effectivement, doivent être fournis dans le code pour pouvoir faire l'opération après de déploiement. Un attribut de ressource, c'est un peu différent, c'est une valeur qui sera obtenue une fois que le déploiement est effectué. Par exemple, si on déploie un load balancer ou une machine virtuelle, l'adresse IP qu'on va obtenir, qui sera par exemple l'adresse IP publique, celle-ci, on ne pourra la connaître qu'une fois que la ressource aura été déployée dans le fournisseur de cloud. Le graphe est un élément assez important de Terraform, c'est ce qui va lui permettre de calculer les dépendances entre les différentes ressources et donc potentiellement de pouvoir paralléliser un maximum les opérations. Reprenons l'exemple d'une machine virtuelle dans Azure. Si je déploie une machine virtuelle dans Azure, globalement, elle va être, quand je fais une version assez simple, elle sera constituée d'un objet machine virtuelle, d'un objet disque dur managé, d'un objet carte réseau, d'un objet sous-réseau, subnet, d'un objet VNet, et puis peut-être une adresse IP publique. Donc on va dire qu'on a à peu près entre 5 et 6 objets. Donc ces 5 et 6 objets, en fait, tous n'ont pas besoin d'être créés en même temps, et certains dépendent d'autres pour pouvoir être créés. Par exemple, je ne peux pas créer un objet tant que je n'ai pas créé au préalable un objet parent qui est le ressource group. De la même façon, je ne peux pas créer une carte réseau si au préalable je n'ai pas créé un sous-réseau qui lui-même sera créé dans un virtual network. Un élément également très important de Terraform, c'est la notion de state ou d'état, en version traduite. Donc l'état, en fait, c'est ce qui va permettre à Terraform de savoir où il en est dans son déploiement par rapport au code qu'on a. Cet état sera soit stocké localement, dans le répertoire, dans le même arborescence, le même répertoire que le code qu'on va vouloir appliquer, ou on peut également le stocker de manière distante, ce qui devrait être normalement le cas dans la majorité des organisations, car c'est très rare qu'on travaille unitairement tout seul sur sa machine et qu'il ne soit pas un travail d'équipe avec plusieurs personnes qui peuvent travailler dessus. Généralement, le local, c'est quand on est dans son environnement de dev ou qu'on commence à apprendre l'outil. Très rapidement, sur de la production, on passera sur un état qui est distant. Les variables, pourquoi l'expliquer? C'est du code. Donc l'idée, c'est de variabiliser un maximum, ce qui permet de réutiliser le code. Par exemple, si je fais un code qui me permet de déployer une machine virtuelle dans Azure, c'est pas très intéressant de figer en dur le nom de la machine virtuelle, la région Azure dans laquelle elle va être déployée. C'est plus intéressant de faire un code où on a des variables et après du coup de jouer sur les variables pour pouvoir faire des déploiements répétitifs. Un des bonnes pratiques qui sont énoncées dans un momentum qui s'appelle les 12 Factor App, c'est toujours de séparer la configuration du code. Donc le code ici d'infrastructure, qui est notre code Terraform, ne devrait pas contenir de choses codées en dur. Dans mes exemples suivants, vous en verrez probablement, parce que je vais expliquer doucement comment on code, mais au final, logiquement, votre code devrait être entièrement variabilisé,
Et chaque fois que vous voulez l'exploiter, vous faites passer en entrée les variables et les valeurs que vous souhaitez utiliser dans votre code. L'interpolation, c'est une syntaxe qui est propre à Terraform et qui va permettre de référencer les attributs ou les arguments d'autres ressources. Par exemple, si je crée une carte réseau, cette carte réseau en fait va être connectée à un sous-réseau. Donc du coup, la carte réseau, on va lui dire tu es connecté à tel autre objet Terraform, qui a été créé par Terraform, de type sous-réseau, qui a tel numéro d'ID. On en verra après quelques exemples par la suite. Alors, concrètement, comment on débute quand on n'a jamais fait de Terraform et qu'on a quand même quelques compétences dans Azure? Donc, première chose, c'est de télécharger et d'installer la dernière version de Terraform. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un programme qui a été écrit en Go, qui est compilé, qui est un simple binaire. Il existe binaire sur différentes plateformes, ça c'est la bonne nouvelle. Donc, on peut utiliser Terraform sur un poste Windows, Mac, Linux, du BSD, voire du Solaris. Donc on télécharge l'exécutable et puis on le met dans le pass. Donc ça c'est très important, on verra que quand on appelle l'outil Terraform, un déploiement s'appellera sur le répertoire où sont les fichiers de code du déploiement. Donc l'outil Terraform doit être appelable depuis n'importe quel chemin. Vous pouvez également, donc là c'est la version manuelle, télécharger l'outil et après le mettre dans le pass. Vous pouvez également utiliser des package managers qui vont vous simplifier l'installation de Terraform. Sous Windows, vous pouvez utiliser Chocolaté, qui marche très bien. Et sur Mac OS X, Mac OS 10, vous pouvez utiliser Blue. Ensuite, il vous faut un bon éditeur, parce qu'en fait, vous allez écrire ou réutiliser du code HCL la plupart du temps. Donc, il y a plein d'éditeurs de code. Moi, j'utilise Visual Studio Code simplement parce qu'il est bien et qu'il est multiplateforme. Donc, on l'a sur Windows, sur Linux, sur Mac. L'éditeur en tant que tel est intéressant, mais il devient encore plus intéressant dès qu'on commence en fait à lui greffer des extensions qui vont en fait faciliter le travail. Donc, les extensions peuvent faire différentes choses. Celles que j'ai choisies, donc il y en a deux. Celle que vous avez à l'écran, donc Terraform et Advanced Terraform Snippet. Le Advanced Terraform Snippet va permettre de créer rapidement des blocs de code, ce qui me permettra d'éviter de tout avoir à taper à la main. Si j'ai besoin de créer un ressource groupe, je vais commencer à faire taper le début et on me proposera en fait un bloc de code déjà pré-créé que je n'aurai plus qu'à personnaliser. L'extension Terraform à côté, elle va proposer du contrôle syntaxique et puis également, par exemple, dès qu'on crée une nouvelle ressource Terraform, eh bien, par un simple contrôle et clic sur le nom de la ressource, on va pouvoir en fait ouvrir la documentation en ligne, ce qui permet de gagner du temps. Et puis on a une troisième extension qui est intéressante également, qui s'appelle Azure Terraform, qui est faite par Microsoft. Donc ça fait partie un petit peu des accords qu'on a avec HashiCorp. Et donc cette extension permet du coup très facilement l'intégration Terraform et Azure, et directement depuis Visual Studio d'aller en fait, même si on n'a pas Terraform dans sa machine, d'aller en fait faire des déploiements sur Azure. Dernière chose, et pas la moindre, on bookmark l'aide qui est en ligne, car effectivement ça bouge beaucoup parce que Azure, comme tous les fournisseurs de cloud publics, mais même en interne et d'autres, font beaucoup évoluer la plateforme. Donc ça veut dire que les API vont changer, donc que potentiellement des bouts de code devront être réécrits ou réadaptés parce que l'API ayant changé, certains attributs par exemple sont nécessaires pour pouvoir déployer une ressource alors qu'avant ce n'était pas le cas. Ce qu'on pourrait résumer par le RTFM. Option alternative, si vous voulez rien installer sur votre poste, ou simplement parce que vous n'avez pas les privilèges d'installer des choses, un exécutable sur votre poste, vous pouvez faire du Terraform directement en utilisant le Cloud Shell d'Azure. Donc le Cloud Shell d'Azure, je le rappelle, c'est depuis l'interface web, on vient cliquer tout en haut ici sur ce petit bouton, et ça va vous démarrer en fait un shell. Donc techniquement derrière, c'est un container Linux. Et dans ce container, on a plein d'outils, donc on a les outils de Docker, de Kubernetes, mais on a également Terraform. Et donc on peut donc utiliser directement le Cloud Shell sans avoir installé de choses sur son poste. Au passage, on dispose également d'un éditeur dans le Cloud Shell qui s'appelle Code. Donc vous tapez Code, le nom de votre fichier, ça vous ouvrira l'éditeur. Alors attention, le contenu que j'avais fait était un petit peu vieux, et enfin, il avait 1 an à peu près, et l'outil Terraform évolue, comme je le disais, assez vite également.
Et récemment, donc la version 0.12, donc le mois de mai 2019, la version 0.12 de Terraform est sortie, avec son lot de nouveautés et également son lot de changements qui vont casser des choses. Donc ça c'est assez important, il y a eu une vraie rupture entre la version 0.11x et la 0.12 dans le langage en tant que tel. Donc ils ont modifié le langage et donc il y a des choses qu'il va falloir changer. Donc on va le voir après, il y a quand même des choses qui ont été bien prévues pour reprendre un code qui a quelques mois, voire quelques années, plutôt quelques mois on va dire, et le réadapter facilement pour qu'il fonctionne sur Terraform en version 0.12. Donc bonne pratique du coup également, c'est au-delà de l'outil Terraform qui en fait évolue sous une base assez agressive, il y a également les providers qui vont évoluer et qui évoluent à une vitesse différente. Donc le connecteur par exemple pour Azure évolue à une vitesse différente de l'outil Terraform. Donc la bonne pratique à faire, c'est que quand vous écrivez votre code et que vous le validez et qu'il fonctionne avec une version donnée du provider, eh bien vous pouvez créer dans votre répertoire où vous avez vos fichiers Terraform un fichier, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, moi je l'appelais version azure terraform.tf, tf étant une des extensions de Terraform, et dedans en fait je dis que pour mon provider Terraform, je vais figer la version la 1.28 du provider, ce qui fera que la prochaine fois que je l'exécuterai, il dira utiliser la 1.28 et pas la 1.29 si entre temps la 1.29 est sortie. Voyons maintenant comment on va configurer le provider Azure, c'est-à-dire ce fameux module qui permet de faire la liaison entre l'outil Terraform et le cloud Azure. Donc, pour que l'outil Terraform puisse aller faire des opérations dans un abonnement Azure, bien entendu, c'est pas open bar, il va devoir en fait passer la barrière de l'authentification et des autorisations. Donc option numéro 1, qui est l'option la plus simple qu'on utilise en général au départ, c'est de s'authentifier en ligne de commande avec le client AZ. Donc AZ pour Azure Command Line Interface. Donc vous êtes dans votre ligne de commande sous Bash Linux, sous PowerShell sous Windows ou sous Windows pour les subsystèmes for Linux. Et là vous allez taper AZ Login, vous loguez à votre abonnement Azure, vous récupérez votre jeton. Et donc une fois que vous êtes logué, là vous pouvez, quand vous allez taper Terraform avec les commandes qu'on va voir par la suite, eh bien Terraform pourra aller interagir en votre nom à vous. Donc ce sera dans les traces des journaux d'activité d'Azure, on verra votre nom. Et donc faire des opérations. Si vous utilisez Cloud Shell, vous n'avez pas passé par cette phase de je fais un AZ login, simplement parce que le Cloud Shell, tournant dans le contexte du navigateur et du portail Azure sur lequel vous êtes déjà connecté, eh bien, il récupère automatiquement les credentials. On peut également utiliser un service principal name, donc un compte de service dans l'Active Directory. Donc ça sert vraiment en fait pour des systèmes automatisés. Donc le service principal name doit être utilisé par des machines ou des programmes et pas par un humain, c'est pas le but. L'humain a un login et un mot de passe. Donc le SPN en fait est constitué de 4 éléments. J'ai une capture d'écran après si je dis pas de bêtises, qui correspondent en gros à l'identifiant du tenant donc de l'Azure Active Directory, en 2 l'identifiant de l'abonnement Azure, en 3 un identifiant applicatif et en 4 un secret. Autre option qu'on peut utiliser si par hasard on a par exemple une VM Jenkins par exemple, ou une VM Ansible, ou une VM Terraform qui veut faire des opérations dans Azure, on a une capacité de donner dans Azure une identité à des machines virtuelles, et donc si la machine virtuelle a une identité, on peut appliquer dessus du Role-Based Access Control, donc de l'Identity and Access Management, et donc donner des permissions, des privilèges à la machine virtuelle de faire des opérations sur un certain périmètre dans Azure. Donc si on veut faire du Terraform avec ce type de VM, eh bien le plus simple est d'aller dans le Marketplace Azure, de taper Terraform, et là vous verrez qu'il y a une machine virtuelle qui est maintenue et qui est proposée par Microsoft sur une base de Ubuntu. Et cette machine virtuelle intègre la ligne de commande AZ, elle intègre la dernière version de Terraform, et elle intègre une extension MSI, ce qui lui permet donc du coup d'avoir une identité, et donc vous allez prendre cette machine virtuelle, dire cette machine virtuelle a le droit de faire telle opération dans tel abonnement Azure,
Et ensuite, quand vous exécuterez du code Terraform dans cette machine virtuelle, la machine virtuelle s'authentifiera auprès de l'Azure Active Directory qui lui validera les autorisations sur l'abonnement Azure, et donc elle pourra faire des opérations. Donc ça, c'est assez intéressant. Service Principal Name, ça reste finalement 4 chaînes de texte qui, si on les perd, ou si elles sont leakées, ou si on fait par erreur une synchronisation sur un Git avec les fichiers qui contiennent ces informations, c'est comme si on perdait son login et son mot de passe. L'avantage d'une machine virtuelle avec une utilisation MSI, c'est que la machine virtuelle, rarement on la perd. Comment on configure Terraform avec un service principal name? Donc on va aller créer un service principal dans le tenant, c'est-à-dire l'Azure Active Directory, où il y a l'abonnement Azure, et on va donner ensuite des droits à ce service principal name, à cette identité programmatique sur l'abonnement. J'ai mis ici une procédure pas à pas. Il existe également une version simplifiée, une commande que je qualifierais de quick and dirty en Azure CLI qui s'appelle azad pour Azure Active Directory, sp pour service principal, create for airbag, -n, le nom du service principal. Pourquoi je dis que c'est une quick and dirty? Cette commande en fait va vous créer un service principal. Donc ça c'est la première opération et elle va faire également attribuer à ce compte programmatique des droits de contributeur sur l'abonnement Azure. Contributeur, c'est presque un super admin. Donc un compte avec peut-être un peu trop de privilèges. Une fois qu'on a configuré ce SPN, si on veut l'utiliser avec Terraform, eh bien on peut simplement créer un nouveau fichier. Ici je l'ai appelé connexion azure.tf pour le séparer du reste du code. Mais là encore, on peut l'appeler comme on a envie et le mettre comme on a envie dans le code. Ce fichier va ressembler à ça. Donc c'est excessivement simple. Provider, le nom du provider concerné, donc ici c'est Azure RM. Et là on a les quelques informations correspondant au service principal name. Donc l'abonnement, l'ID de l'abonnement Azure, un ID de l'application, donc le client ID et le secret de l'application. Et le tenant ID, ça correspond à l'ID en fait, de l'Azure Active Directory. Donc attention, je réinsiste là-dessus. Utilisez avec parcimonie cette option. Donc, déjà, si vous êtes simple utilisateur ou vous avez un abonnement Azure, faites ça en vous loguant avec AZ. Si vous êtes avec une VM Azure, utilisez le MSI. Et puis sinon, utilisez cette partie-là. Maintenant, on va voir les bases du code Terraform. Donc comment déployer, modifier et supprimer des ressources Azure depuis Terraform. Donc comment fonctionne déjà Terraform? En fait, vous allez lancer l'outil et l'outil en fait va regarder dans le répertoire courant tous les fichiers Terraform qui sont disponibles et quelque part il va prendre tous ces fichiers et les concaténer comme un seul gros fichier virtuel. Il va les concaténer et il va après, grâce à la création de l'arbre de dépendance, être capable de savoir quelle ressource va être créée en premier. D'accord ? Donc le chargement, la méthode de chargement, il va prendre l'ordre alphabétique, mais ensuite il va réorganiser. L'ordre alphabétique ne veut pas dire l'ordre de création des ressources. L'ordre de création des ressources est géré par le graphe. Les fichiers Terraform peuvent être de deux formats différents. Soit ils sont avec une extension .tf, auquel cas ce sera le langage HCL, le HashiCorp Language. Vous allez voir, c'est un code qui est assez épuré, qui est très lisible, ça ressemble un peu à du YAML. Mais on peut également avoir du JSON pour faire du Terraform. Donc là, on aura une extension .tf.json. Alors en général, le JSON est un langage qui est très bien compris par les machines, c'est conçu pour ça, un peu moins par les humains. Il est un peu plus du coup lourd en termes de syntaxe, beaucoup d'accolades à l'intérieur. Donc souvent on va retrouver dans des déploiements des fichiers tf.json quand on a des applicatifs qui auront généré du code pour vous. Voilà. Dans tous les cas, dans un même répertoire, on peut mixer des fichiers .tf et des fichiers .tf.json. Et tous ces fichiers utilisent une syntaxe déclarative. Ça, c'est très très important. En fait, il est très important de connaître la différence entre du code impératif et du code déclaratif. Prenons ce sandwich par exemple, un jambon beurre classique. Si je vais dans le restaurant et que je dis
au vendeur, ben, faites-moi un sandwich, voilà, et puis vous donnez les instructions, prendre le pain, le couper en deux, mettre le beurre, poser la tranche de jambon, mettre la deuxième tranche de jambon. Finalement, on a décrit les différentes étapes pour la construction du jambon, et quelque part ici on expliquait comment faire. Si on ramène ça à l'informatique, l'impératif c'est ni plus ni moins qu'une approche de type script. Le script part d'un point A vers un point B, et puis il va faire les opérations de manière séquentielle. Et au passage, sauf si le script est extrêmement bien codé, généralement, quand on déclenche un script, qu'on l'applique, si on le relance une deuxième fois, dans le cadre par exemple de création de ressources dans Azure ou ailleurs, il y a des grandes chances qu'on ait des messages d'erreur, parce qu'il y aura déjà des ressources qui ont été créées, donc on devra recréer des ressources, et du coup, le script ne saura pas gérer ces exceptions. De la même façon, modifier un script pour faire le retour arrière, le rollback, est assez compliqué. Une autre façon d'avoir ce sandwich, c'est finalement de dire au vendeur, bonjour, je veux un sandwich avec 2 tranches de pain, avec du beurre, avec une tranche de jambon entre les 2 morceaux de pain. Et quelque part ici, on donne en fait l'état souhaitable, l'état final qu'on souhaite pour ce qu'on commande. On dit ce qu'on veut, on ne dit pas comment le faire. Donc là on est dans du déclaratif, on est vraiment sur un état souhaité. Donc on va le voir, Terraform c'est du déclaratif. Tout ce que vous allez taper, vous n'allez pas taper en fait le séquencement d'opérations à faire pour obtenir un résultat, vous allez décrire le résultat souhaité, et qui va faire le travail pour vous? C'est Terraform. Vous décrivez le résultat, et lui, son travail, c'est de faire que le résultat sur le fournisseur de cloud, comme Azure ici dans notre exemple, soit bien celui qui est déclaré dans votre fichier. On va commencer avec un exemple très très simple de code Terraform. Ici, on va créer simplement un groupe de ressources dans Azure. Donc un objet qui est finalement très simple parce qu'il a besoin de finalement assez peu d'attributs pour être créé. Un ressource groupe, il a juste besoin d'un nom et d'une localisation. On n'a pas besoin de donner plus d'informations. On peut donner certes après des tags, etc. Mais le minimum du minimum, c'est le nom et la région Azure dans laquelle on va faire ce ressource groupe. Donc, dans un fichier terraform.tf, on va simplement taper ressources. Donc chaque fois qu'on commencera par ressources, et bien derrière, en fait, il faudra que du côté des providers, pour y avoir Azure RM, il y ait cet objet qui existe déjà. Donc on va créer ici une ressource qui s'appelle Azure RM, ressource groupe, très lisible. Au passage, vous voyez que c'est souligné, mon extension en fait Terraform me permet simplement ici que si je veux avoir plus d'informations sur la syntaxe et les options de Azure RM underscore ressource group du point de vue Terraform, je fais un contrôle-clic dessus et automatiquement ça va me charger en fait la documentation sur le site d'HashiCorp de l'Azure RM ressource group. Ensuite, le troisième paramètre de la ligne numéro 2, Terra RG Stan 1, ça c'est un nom interne qui sera utilisé par Terraform. C'est ce fameux nom qu'on va utiliser dans ce qu'on appelle l'interpolation. Donc ce que je fais pour m'y retrouver en général, c'est que j'appelle souvent, je commence toujours ce nom d'objet Terraform par le nom Terra. Ensuite, je précise mes attributs, le nom de mon ressource groupe, la localisation de mon ressource groupe. Et c'est tout. Mon code est écrit pour pouvoir créer une ressource groupe. Donc, je regarde ce que j'ai dans mon répertoire, je n'ai qu'un seul fichier. L'outil Terraform est placé dans mon pass, donc c'est-à-dire que je peux l'appeler depuis n'importe quel répertoire, parfait. Eh bien, la première chose à faire, c'est de faire un Terraform init. Donc, le Terraform init va faire plusieurs opérations, il va en faire au moins 2 qui nous intéressent. Il va initialiser le backend, donc ça, j'en parle pas pour l'instant, ce sera l'objet des prochaines vidéos. Mais surtout, il va également initialiser les plugins, donc les providers. Donc en gros, que va faire Terraform? Il va parser l'ensemble du code qui est dans tous les fichiers .tf ou .tf.json qui sont dans le répertoire courant. Il va regarder toutes les lignes ressources ou data sources qui sont utilisées dans le code. Et chaque fois, il va dire, ah bah tiens, ça c'est par exemple la ressource de type Azure RM ressource group. Donc ça veut dire que j'ai besoin du provider Azure RM, donc celui pour Azure. Et donc automatiquement, lors du Terraform init, en fait, il va aller télécharger la dernière version du provider. Donc, on le verra tout à l'heure, par défaut, il va télécharger la dernière version,
Si vous voulez figer une version parce que les versions évoluent trop vite et que vous n'avez pas le temps d'adapter votre code en permanence, vous pouvez dire dans un fichier, on va le voir après, comment dire je veux telle version du provider et pas la dernière. Une fois que l'opération d'initialisation de téléchargement du provider est faite, ce qui est en général assez rapide, donc récupération ici du module dans notre cas, si on regarde en poste, après l'opération terraform.init, ce qui s'est passé dans le répertoire, on voit en fait la création d'un répertoire caché qui s'appelle .terraform. Et ce répertoire .terraform, eh bien, il contient en fait tous les providers qui ont été téléchargés. Alors je dis tous les providers parce qu'on pourrait imaginer un code d'infrastructure, par exemple, qui va créer des ressources dans Azure et pourquoi pas dans Google Cloud Platform. Et donc on aurait peut-être sur un même déploiement, un déploiement en parallèle de ressources sur Azure et chez Google. Et bien dans ce cas-là, en parsant le code, automatiquement Terraform verrait qu'il a besoin de deux providers, celui pour GCP et celui pour Azure, et il téléchargerait les deux. Dans tous les cas, tous les providers vont se retrouver dans ce fichier, dans ce répertoire .terraform. Une fois qu'on a fait son initialisation, vient la phase du dry, du plan. Qu'est-ce qui se passerait si j'appliquais mon plan? Donc, dans le fichier que j'ai fait tout à l'heure, j'ai, sous la forme déclarative, dit je veux comme résultat final souhaité un ressource groupe qui s'appelle rgstan1 et qui est dans la région Ouest Europe. Donc, quand on va faire le Terraform plan, Terraform prend l'ensemble des fichiers Terraform du répertoire et regarde en fait tout ce que ça va faire, toutes les opérations qu'il doit faire pour pouvoir être dans l'état que moi, utilisateur, je souhaite. Donc là, il regarde et puis il dit écoute, c'est la première fois que tu lances ce plan. Tu veux une ressource qui s'appelle, un ressource groupe qui s'appelle rgstan1 qui est dans West Europe. Actuellement, il n'existe pas dans l'abonnement Azure. Donc, pour atteindre l'état souhaité final, je vais devoir créer ces ressources. Et donc, si on regarde le résultat du plan en bas, c'est qu'il y aurait une ressource à créer. Remarquez également la présence de petits plus de couleur verte. Dès que vous avez un plus avec du vert, ça veut dire création d'un objet si on applique le plan. Le tout pour arriver en adéquation avec l'état souhaité. On a fait la phase de dry, on va faire la phase de run. La phase de run, en fait, elle consiste à appliquer le plan. Donc cette fois-ci, je vais faire un Terraform apply. Donc apply, c'est une option qu'on utilise beaucoup dans le monde du déclaratif. On retrouve d'ailleurs le même type de... Enfin, on retrouve apply notamment dans Kubernetes, quand on applique en fait des configurations YAML. Donc je fais un Terraform apply, il me dit attention, si tu réponds par oui, je vais créer dans Azure une nouvelle ressource qui s'appelle rgstan1 qui sera en West Europe. On valide. Quelques instants plus tard, donc là c'est très rapide, c'est un objet qui est relativement simple à créer, qui n'a pas beaucoup de... il n'y a pas de grande latence. Il crée l'objet, il dit l'objet est créé, a été créé ici en 2 secondes, et donc son ID c'est slash, donc là on retrouve les API REST d'Azure, slash subscription, le ID de mon subscription, et dans l'arborescence du graphe ressource groupe, on retrouve rgstan1. Et donc là, il me dit, le run a marché, une ressource a été créée. Si on regarde encore le répertoire courant, on s'aperçoit désormais qu'on a un nouveau fichier qui vient d'apparaître, qui est le fichier d'état de Terraform, le Terraform tfstate, qui par défaut, effectivement, si on n'a rien configuré, sera local, donc c'est-à-dire dans le même répertoire que le code. Quand on travaille en équipe, on utilisera un back-end et à ce moment-là, ce fichier-là n'apparaîtra pas ici. Donc ce fichier Terraform state, en fait, on verra tout à l'heure qu'on peut afficher ce qu'il contient. Donc on va reprendre notre code et on va légèrement l'améliorer. Donc on a un ressource groupe, c'est bien. Mais en fait, j'avais oublié, c'est que dans mon organisation, on a des règles qui disent quand tu crées des nouveaux objets dans Azure, tu dois mettre des étiquettes, des tags, pour que ce soit plus simple pour l'ID et pour la facturation, de retrouver en fait quelle ressource est à qui et à quoi elle sert. Donc ici, j'ai rajouté dans le code précédent
j'ai rajouté 5 lignes, tag, accolade, et là j'ai des clés valeurs. Les tags sont des clés valeurs. Donc environnement égale abonnement de dev, usage égale démo, blog égale stanislas.io. Je sauvegarde ce fichier. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un plan. Donc le plan, en fait, il va revérifier qu'est-ce qui va se passer si j'applique ce plan. Donc normalement, si ça se passerait bien, il va me dire ah bah là, je vais devoir modifier des choses parce que par rapport à ton état souhaité, qui est d'avoir 3 tags, pour l'instant, dans Azure, moi j'ai créé un ressource groupe, et il n'y a pas de tag. Là on a un phénomène assez intéressant qui apparaît, c'est une erreur dès le Terraform plan qui me dit qu'il y a un souci. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a eu un gros changement dans le langage, le HCL, le HashiCorp Language, entre la 0.11, enfin tout ce qui est inférieur à tout ce qui est 0.11x et inférieur, et la version 0.12 qui est sortie il y a quelques jours, c'est-à-dire aux alentours du 20 mai 2019. On est le 24 aujourd'hui pour cette vidéo. Donc heureusement, comme il y a des petits changements qui ont été faits, ils ont fait une option dans Terraform qui permet en fait de reparser le code et de changer, de remettre les petites choses qui ont dû changer d'équerre. Donc cette commande s'appelle Terraform 0.12 upgrade. Quand vous le déclenchez, en fait, l'outil en fait va parser votre code et va aller faire les corrections souhaitées pour que désormais votre code en fait soit compatible avec les versions 0.12 voire plus. Donc ce Terraform Upgrade est vraiment important si vous commencez, enfin si vous reprenez du code qui est un petit peu vieux, parce qu'il y a des grandes chances en fait que certaines syntaxes en fait ne soient plus exactement les mêmes. Ils ont fait de la rétrocompatibilité, mais pas trop. Donc j'ai fait ici mon Terraform 0.12 Upgrade, et du coup je redéclenche ma commande Terraform Plan. Et là à ce moment-là, cette fois-ci, ça se passe plutôt bien. Ça me dit que un plan a été généré, et là je vois, c'est pas des plus verts, je vois une sorte de tilde orange. Dès que vous avez un tilde avec du orange, ça veut dire qu'il va y avoir une modification par rapport à votre existant dans votre fournisseur de cloud. Donc là, effectivement, mon état souhaité avec mon nouveau fichier, ma nouvelle version du fichier Terraform, c'est d'avoir un ressource groupe qui s'appelle RGStan1, qui est en West Europe, mais qui a 3 tags. Or, Terraform a déjà déployé dans Azure l'objet ressource groupe stan1. Et il me dit, si tu veux que je te mette par rapport à l'état souhaité, je vais devoir faire des opérations. Et les opérations ici, ce sera de rajouter, donc le plus vert, 3 tags à l'objet. Désormais, en fait, on n'est plus sur la création d'une ressource, on est sur sa modification, d'où le 1 to change. Point important, Terraform n'outrepasse pas les règles du fournisseur de cloud. Dans le cadre d'Azure, par exemple, certains objets, on peut modifier certaines propriétés sans avoir à redéployer l'objet. Dans d'autres cas, le fait de changer certaines propriétés nécessite de redéployer l'objet, donc de détruire celui qui a déjà été déployé et d'en recréer un. Donc on peut avoir des effets des fois qui peuvent être indésirables. N'oubliez pas qu'on travaille avec un état déclaratif, donc un état souhaité. Donc si par exemple vous créez un compte de stockage qui est en LRS, c'est-à-dire 3 copies de la donnée localement redondante à une région. Et vous dites, ah non, j'aurais bien préféré en fait avoir un compte de stockage qui est en GRS, Globally Redundant Storage, c'est-à-dire avec 6 copies, 3 copies synchrones dans la première région et 3 copies dans une deuxième région. Si vous modifiez votre code Terraform en disant le type de stockage c'est pas du LRS mais du GRS et que vous réappliquez le modèle, dans Azure on ne sait pas modifier par exemple cet objet. Si on a fait le mauvais choix au départ, on doit détruire le compte de stockage en LRS, créer ensuite le compte de stockage en GRS. Donc si on a entre-temps mis des données en compte de stockage, en fait, des fois en faisant ce genre de manip, on peut détruire des choses qui sont importantes. Donc il faut faire très attention, là encore on est sur du déclaratif, c'est-à-dire le résultat souhaité final, et vous donnez ça à un système qui lui en fait n'a pas de jugement. On lui dit c'est ça que je veux en final. Donc s'il a des règles à appliquer pour aller d'un état vers un autre, il va le faire. Donc le fait d'avoir appliqué la commande terraform-012 upgrade m'a créé en fait un nouveau fichier dans mon répertoire qui s'appelle version.tf. Ce version.tf est très intéressant
Parce que quand on regarde dessus, on voit qu'il contient finalement peu de choses. Il dit Terraform required version supérieur ou égal à 0.12. Donc désormais, vous comprenez qu'avec ce fichier version.tf, on peut figer la version de Terraform qu'on va utiliser pour ces déploiements. Si on a peur que Terraform dans la 0.13 casse encore des choses, etc., rien ne nous empêche de dire, pour utiliser ce code, il faut la version 0.12 uniquement. Donc ça veut dire également qu'une fois qu'on a fait l'option Terraform 0.12 upgrade, on est obligé d'avoir du code compatible avec les évolutions du langage HCL à partir de la 0.12. Et on ne pourra plus réutiliser son vieux code. Donc nous sommes sur notre ressource groupe ici.tf. Donc l'opération Terraform 0.12 upgrade a été appliquée. Et au premier abord, quand on regarde, on se dit il n'y a pas eu de changement en fait, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, si, il y a un tout petit changement, c'est ça. Ça, c'est un des exemples des changements un peu cassants qui ont été faits entre la 0.12 et les versions précédentes. Et donc voilà, plutôt que soi-même se dire alors il y a tout ça à voir, il faut que je reprenne mon code, et le 0.12 upgrade en fait vous fait le travail d'aller rajouter les petits éléments. Donc ça c'est la seule différence typiquement dans l'exemple que j'avais moi qui était assez simple, entre du code avant la 0.12 et après la 0.12. Point important également, c'est quand on fait une planification, il est fortement recommandé de sauvegarder le résultat de cette planification. Vous avez créé votre code, vous dites qu'est-ce qui se passerait si je l'appliquais, et là vous faites un Terraform plan, mais ce plan en fait vous allez le rediriger avec l'option "-out vers un fichier qui aura un nom tfplan, une extension tfplan. Donc ici je l'appelais mon plan sans accroc. Pourquoi c'est important d'avoir cette approche? Parce que si vous travaillez tout seul sur votre poste et que il n'y a que vous qui déployez un Terraform, c'est pas très grave. Dès que vous êtes au moins deux, il y a des grandes chances que vous allez travailler chacun sur votre poste, et potentiellement, entre le moment où vous avez fait votre Terraform plan et le moment où vous l'appliquez, si vous êtes allé boire un café entre temps, peut-être que votre collègue sur son poste à côté a travaillé et a fait des changements que vous n'avez pas vus. Et donc du coup on peut avoir des surprises. Donc l'idée en fait ici c'est quand je planifie un changement, donc on m'en donne les effets, et bien je le sauvegarde et quand j'appliquerai mon changement, j'appliquerai ce que je connais, c'est-à-dire ce que j'ai vu à l'instant où je l'ai pris. Donc Terraform plan-out avec le nom du plan, la résultante, donc le fichier tfplan, c'est un binaire. Et c'est un binaire qu'on utilisera dans un seul cas, c'est l'utilisation avec Terraform apply de ce fichier .tfplan. Vraiment une bonne pratique de toujours s'imposer cette mécanique dès qu'on est à plus d'une personne travailler sur Terraform et sur un abonnement en données de cloud. On applique un plan maintenant, donc on pourrait faire un Terraform apply, mais c'est encore mieux de faire un Terraform apply avec le fichier tfplan qu'on a créé au préalable. Donc là c'est ce que j'ai fait. Là il me dit ça s'est bien passé. Et donc le résultat c'est un changement, et on voit bien le changement ici sur mon ressource group, que j'ai 3 tags qui ont été créés avec les valeurs qui ont été données. Il peut arriver également qu'on ait des messages d'erreur, que lorsqu'on fasse le plan ou le apply, on ait du rouge. On n'est pas du vert, pas du orange, mais du rouge. Ce qui est plutôt pas mal fait normalement, c'est que quand il y a du rouge, il y a le plus souvent une bonne explication qui se suffit elle-même. Donc ici par exemple j'ai un message d'erreur qui me dit il y a une méthode qui s'appelle allocation method, elle devrait avoir la valeur statique ou dynamique avec une majuscule, et actuellement dans votre code vous avez écrit statique en minuscule. Attention, Terraform, case sensitive. Donc là du coup l'erreur est assez simple, et du coup je vais aller voir la ligne 81 et je vais aller modifier effectivement ce petit s, ce statique avec un petit s vers un grand S statique. Pour voir l'état d'un déploiement qui a été fait par Terraform, la commande c'est Terraform show. Donc là je l'ai fait sur mon petit déploiement, donc c'est très simple. Quand je fais un Terraform show, du coup il va me lister l'ensemble des ressources chez le fournisseur avec leurs arguments et leurs attributs. Donc là je vais retrouver des choses que j'avais données en argument, West Europe et RG,
Et puis là, j'ai alors dans les attributs qui ont été générés, il y a l'ID, par exemple l'ID, ça, oui, ça, tout ça c'est des arguments, les 5 en bas. Et l'ID a été donc généré lors du déploiement, parce qu'effectivement, la valeur de l'abonnement, je ne le connaissais pas à ce moment-là. Si j'avais une machine virtuelle avec une IP, ben là encore, je verrais d'autres attributs apparaître. Donc bien attribut généré versus argument qu'on m'a donné en entrée. Si vous commencez à avoir un déploiement avec beaucoup de briques qui sont interconnectées les unes aux autres et qui ont des dépendances les unes par rapport aux autres, la commande Terraform Graph va devenir votre ami. Donc Terraform Graph, en fait, vous allez l'exécuter, vous allez rediriger le résultat dans un fichier au format JSON. Techniquement, derrière, en fait, c'est un fichier au format dot. Et donc, vous allez pouvoir reprendre ce fichier JSON au format dot dans des outils comme WebGraphize, voilà, j'arrive jamais à prononcer. Et là, du coup, ça va vous modéliser, en fait, à vous faire un joli dessin, entre guillemets, de votre arbre de dépendance. Alors, je le précise tout de suite, ce type de dessin ou ce type de graphe, pour qu'il soit lisible comme ça dans un beau dessin, il faut que le déploiement soit très simple. Si on a un déploiement où il y a des dizaines de variables, plusieurs providers, des dizaines de ressources, ça peut très vite en fait devenir une sorte de gros plat de spaghetti visuellement. Et donc c'est du coup un petit peu moins intéressant. Mais néanmoins, après, rien n'empêche de traiter ce fichier dot d'une autre façon pour trouver en fait pourquoi à un moment il y a un problème de création d'une ressource ou de configuration. Nettoyage, tout ce que Terraform crée. Terraform, c'est le détruire, grâce à la commande destroy. Donc, quand vous allez taper votre commande Terraform plan, ou Terraform apply, ou Terraform destroy, on fera toujours passer les mêmes informations, et donc, il va pouvoir redétruire ce qu'il a créé, tout simplement. Donc, très très pratique pour faire des tests, des déploiements rapides et des nettoyages propres également. Bien entendu, chaque fois que vous allez déclencher ce type d'opération, soit qui va créer dans l'abonnement Azure, donc avec potentiellement un coût, soit qui va détruire, on vous demandera une confirmation. Donc dans les exemples ici, je suis resté en mode interactif où je tape yes. On peut faire passer également dans la ligne de commande un paramètre qui ne demande pas de valider en retapant yes. Parlons un peu maintenant de la syntaxe basique de Terraform. On va commencer par les variables. C'est un langage d'infrastructure as code. C'est du code certes plutôt pour des ops, mais néanmoins on a toutes les bonnes choses du code. C'est-à-dire que l'idée c'est de variabiliser. On va séparer sa configuration de son code, essayer d'avoir un code qui est invariant, qui est le plus générique possible, et ensuite en fait faire passer des paramètres pour pouvoir réutiliser au maximum ce code. Donc ici en haut, nous avons une première variable qui s'appelle nom du resource group. Ce resource group, en fait, donc j'ai donné une description pour cette variable, et je ne l'ai pas typée. Donc par défaut, si on ne type pas une variable, le type qui sera retenu, ce sera le type string, donc chaîne de caractères. Juste en dessous, on a une deuxième variable qui cette fois-ci a été typée, donc cette variable s'appelle région Azure. Donc le choix, ça me permettra de choisir où est-ce que je veux déployer, dans quelle région Azure. Je l'ai typé, j'ai dit que c'était un string. Et ensuite, je lui ai également donné une valeur par défaut. Donc ça c'est intéressant, si je donne une valeur par défaut, ça me permettra d'éviter de faire passer la variable lors du déploiement. J'ai dit tout à l'heure qu'on devait séparer la config du code, certes, mais peut-être que par exemple si on est une entreprise française et qu'on veut déployer que sur la région France centrale, c'est pas la peine de faire passer un argument à chaque fois de devoir faire passer à la région c'est France centrale. Dans ce cas-là on dit la région par défaut c'est France centrale et le jour où je voudrais autre chose, eh bien je pourrais forcer en entrée une autre région. On peut également faire des listes. Donc là par exemple ici j'ai fait une liste de régions. Donc là c'est une liste de string. Donc là on a West Europe, North Europe, etc. Donc on a dans le fichier ici que j'ai. Donc je sépare ici, j'ai fait un fichier variable volontairement, variable.tf. Et puis j'ai fait un deuxième fichier à côté que j'ai appelé ressourcegroup.tf. Les deux sont dans le même répertoire. Et donc dans mon fichier ressourcegroup.tf, eh bien je vais utiliser les variables.
C'est-à-dire que je vais appeler le nom de mon ressource groupe ici, ce sera var.nom-ressource-groupe. La localisation, ce sera var.région Azure. Je ne l'ai pas fait pour tout le reste, pour des raisons de visibilité, mais vous avez compris le principe. Donc ça, typiquement, quand je parlais des changements qu'il y a eu assez forts entre la version 0.12 et les versions antérieures, typiquement, la syntaxe n'était pas du tout la même dans les versions antérieures. On avait des dollars et des accolades pour les noms de variables. Ça a été simplifié. Je trouve la chose d'ailleurs beaucoup plus lisible maintenant. Donc cette fois-ci, si je fais un Terraform plan, eh bien, vous voyez que je vais être prompté pour, en fait, saisir et donner le nom de mon ressource groupe Azure, parce qu'en fait, je n'ai pas donné valeur par défaut. Ce que je saisis ici, je vais le retrouver ici en me disant bah, une ressource sera créée, elle aura ce nom-là. Voilà. Alors, comment on fait passer des variables à Terraform? Bah, on peut le faire passer par ligne de commande avec l'option var. Par exemple, ici, je pourrais dire Terraform plan, -var, le nom de ma variable et la valeur que je vais lui donner. Autre option, dès qu'on va commencer à avoir beaucoup de variables, on se fait un petit fichier de variables. Donc il y aura une extension .tfvars. Donc là ici je l'ai appelé maconf. Et on appellera l'outil Terraform, donc plan apply destroy -var-file égale le nom du fichier. Qui n'est pas forcément d'ailleurs dans la même localisation. On peut utiliser des chemins ailleurs. Et puis ce fichier finalement il est relativement simple, c'est un fichier texte en fait où il y a du clé valeur, donc le nom de la variable égale et puis sa valeur, c'est tout. Dernière option, on peut également utiliser des variables d'environnement. Quand on utilise toujours les mêmes variables et qu'on n'a pas envie de les écrire dans des fichiers, on peut les mettre dans le système. Voyons maintenant les paramètres output et data source. Donc les outputs, évidemment, c'est les résultats, la sortie. Et donc dans Terraform, on peut, à l'issue de la commande Terraform apply, par exemple, voir en fait le résultat de certaines valeurs. Donc par exemple ici, j'ai un output qui va afficher IP public VM, et il va aller chercher la valeur dans mon déploiement d'un objet de type Azure public IP. Le nom interne dans Terraform de cet objet, c'est terra-public IP-mavm, point l'attribut IP adresse. Donc là, on a vraiment le langage d'interpolation où on voit ici qu'on va toujours parler avec le nom de la ressource, enfin, le type de ressource, point le nom interne Terraform, d'où le Terra quelque chose, point après l'attribut qui est derrière. J'ai fait la même chose ici avec le FQDN. Là encore, dans les breaking change qu'il y a eu, la syntaxe n'est plus tout la même à partir de la 0.12. Donc je vous ai mis ici le lien, allez voir si vous avez de l'ancien code. Si vous avez de l'ancien code, de toute façon, passez la commande terraform-012 upgrade, terraform 0.12 upgrade, il n'y a pas besoin de tirer, et automatiquement, en fait, du coup, ça vous fera le nettoyage pour vous. Du coup, une fois qu'on a un déploiement qui est fait, à tout moment, si je veux retrouver les valeurs de ce déploiement, les valeurs en sortie, je vais taper simplement terraform output, et là, il va me faire afficher les informations. Les data sources, ça permet de récupérer ou de traiter des données qui proviennent de l'extérieur de la configuration de Terraform, du déploiement de Terraform pour être plus précis. Exemple, j'ai fait un premier déploiement de machine virtuelle qui est dans Azure. Alors, soit je l'ai fait par Terraform, soit je l'ai fait dans le portail, soit en ligne de commande, mais globalement j'ai déjà des ressources qui existent dans Azure. Et là maintenant je veux faire un nouveau déploiement de ressources dans Azure, mais je veux réutiliser des éléments d'information qui sont déjà dans mon abonnement Azure. Et c'est là que le data source va prendre son importance. Donc déjà un data source est associé forcément à un provider, et on va s'appuyer là-dessus sur le préfixe. Quand vous allez prendre un data source qui commence par Azure RM, vous aurez compris que du coup d'ailleurs on va aller chercher des ressources qui sont dans Azure, et donc récupérer une information d'une ressource déjà déployée dans Azure. Quelques exemples de data source pour Azure: Azure RM Public IP, Azure Image, Azure Managed Disk, etc. La liste en fait commence à devenir assez longue. Elle s'enrichit tous les 15 jours parce que de plus en plus les équipes Azure qui sont très séparées par service enrichissent au fur et à mesure le provider en fonction de l'évolution de la demande du service.
Un exemple d'usage d'un data source, un exemple très simple. Donc un data source dans le code Terraform commencera par data. Ensuite, on donnera le type de ressources Azure, de ressources qu'on veut aller chercher. Donc ici, je vais aller chercher une adresse IP publique, nature. Je donne un nom interne ici à Terraform. Si j'avais été propre, je l'aurais appelé d'ailleurs Terra Data Source IP par rapport à ma convention de nom. Je vais donner ici le nom de l'objet qui existe actuellement dans Azure et dans quelle ressource groupe cet objet existe. Donc là, je vais aller chercher en fait l'adresse IP d'une de mes VM Linux que j'ai mis dans un ressource groupe qui s'appelle RGDemo Linux. Et ensuite, dans mon code Terraform, je vais créer une ressource dans Azure en utilisant cette information-là. Donc la ressource que je vais créer, c'est relativement simple. Je vais créer en fait un enregistrement DNS de type A. Cet enregistrement DNS s'appellera VM Linux-stan dans une zone de mon Azure DNS qui s'appelle specialkvitess.shop qui est dans telle ressource groupe. Et donc cette adresse IP, eh bien en fait, je vais simplement récupérer ici le data source data.azure.rm public IP data source IP adresse. Ici, au passage, vous avez l'ancienne syntaxe, mais qui marche également dans le nouveau encore. Pour le coup, là, elle n'est pas cassante, mais on n'encourage pas de l'utiliser. On a le dollar guillemets. Je pense que j'ai dû oublier ici de repasser le code avec l'upgrade 0.12, mais factuellement, ça marche également comme ça. Donc, on récupère la valeur et on la réutilise. Donc, on va réutiliser un objet dans l'interpolation qui s'appellera data pour data source, le nom de la ressource cloud, point le nom interne Terraform, point l'attribut derrière. Du coup, j'ai appliqué ici mon fichier Terraform. Et là, vous voyez ici qu'il m'a dit, si on veut se mettre par rapport à ta souhaité, ça va te créer une nouvelle ressource de type Azure DNS à record, donc un enregistrement de type A. Et donc, elle contiendra comme information cette adresse IP. Donc là, l'adresse IP, en fait, c'est vraiment ce qui a été récupéré en fait, par le data source. Donc il y a des data sources, comme je disais, il commence à y en avoir beaucoup, mais un data source, ça pourrait être de récupérer, par exemple, la famille d'une machine virtuelle, le nom d'un cluster Kubernetes, ou les informations de sécurité d'un cluster Kubernetes pour les réinjecter ailleurs. Enfin, il y a vraiment pas mal de choix. Et ça, c'est très très bien documenté dans la documentation chez HashiCorp. Une bonne utilisation, je trouve, moi, des data sources, c'est par exemple de stocker tout ce qui est information un petit peu sensible, ne pas la stocker directement dans un fichier de variables ou dans le code. Donc je pense par exemple à un mot de passe, une clé de stockage, une chaîne de connexion, voilà. Donc vous mettez tout ça dans un objet dans Azure qui s'appelle un Azure Key Vault, un coffre-fort à secret. Ensuite, vous dites, l'utilisateur Terraform ou le SPN a le droit d'interroger, de faire des demandes auprès du Key Vault. Et ensuite, effectivement, les informations dans le code Terraform vont utiliser un data source en disant, va chercher dans le data source Azure RM Key Vault secret, par exemple, la valeur de la clé SSH. Il existe d'autres types de data sources, donc on peut aller sur une URL également. Ça peut être le résultat de l'exécution d'un script, PowerShell, Bash, Python. Bon, attention, dans ce cas-là, il y a quand même un certain formatage sur le data source au format JSON, donc là je vous encourage à lire la documentation là-dessus. Mais déjà, en fait, rien qu'avec les data sources des fournisseurs de cloud, on a déjà pas mal de petites choses sympas. Code un peu plus évolué, on verra ça dans la prochaine vidéo.